Scud 21, putain, ça me fait penser au film avec Patsy Kensit, ça me fout la gars. Scud 21, on va, avant d'annoncer le sommaire, on va remercier Poppy, notre ami Poppy qui nous a envoyé ces deux sympathiques bouteilles d'eau de vie de myrte et d'eau qu'on vient de s'enfiler et d'eau de vie de castagna, de châtaigne. Et également la bonne saucisse de Poppy que nous allons déguster, merci à lui. On va manger la saucisse de Poppy ce soir. Tiens, regarde-moi si elle sent pas bon. Oh putain, saucisse pure porc, saucisson pure porc. Elle arrache, ouais. Elle arrache. La date de péremption, elle a une tout va bien, odeur il nous reste de encore pied, un mois. Ce Poppy, nous te remercions. Merci beaucoup. Les champignons d'orteil. Hein. Je suis désolé. En tout cas, soyez sympa. Tout le respect que j'ai pour toi. Non, mais attends. Ce qui pue n'est pas forcément mauvais. Alors, regarde les fromages. Je vais la noter. C'est vrai que quand on ouvre le frigo de Jérôme, ça prend tout son sens. Voilà. Merci à toi, mon gars. Tu es le héros de ce Scud 21. Nous allons faire honneur à tes produits locaux, gastronomiques. Viva Corsica. Si t'as en mourir, c'est pas grave. Merci beaucoup. Scud 21, donc, au programme. Nos golomètres et un grand débat. Aujourd'hui, accès vers le ciel, vers les étoiles, vers les extraterrestres, les aliens. Sont-ils gentils ou méchants ? Ils vont nous envahir au cinéma, à la télé. Enfin, ça revient à fond à la mode à nouveau. Battle Los Angeles qui sort le 16 mars. On en profite pour se poser la question. Alien, chien, non. Martien méchant. C'est le titre de ce débat. Très drôle. Je crois que c'est fini. Enfin, l'intro. Générique de Fanny. Fanny. Générique, Fanny. Fanny, quoi. Allez. Alors, on va commencer donc ce Scud 21 par les golomètres, la rubrique des golomètres. Et le premier golomètre, c'est le golomètre d'Arnaud, qui va vous le révéler tout de suite après, le jingle golomètre. Numéro 1. Mon golomètre pour ce mois-ci sera sur Sherlock Holmes 2. On connaît le nom maintenant, c'est A Game of Shadows. Toujours tourné et filmé et réalisé par Guy Ritchie. Toujours avec Jude Law, Robert Downey Jr. et un nouveau personnage féminin, Noomi Rapace, dont je reparlerai tout de suite après. En parallèle, la série de la BBC Sherlock qui a été diffusée sur France 4 et dont la saison 2 est déjà en préparation. Une série qui met pareil en scène le détective et Watson, mais de nos jours, et c'est là tout le concept de la série, avec un super premier épisode, on n'est peut-être pas tous d'accord, mais un super premier épisode. J'ai très peur de ce que fait Plisken à côté de nous. Non, attends, tu vas te couper un doigt. Mais tu le tiens mal, je trouve. Je le tiens mal, t'es gentil. Mais non, mais c'est pas le couteau adapté non plus, c'est un couteau à pain, ça. Qui a toi ? C'est toi ? Pour couper le saucisson, on va passer pour un con une fois de plus. C'est toi qui as choisi le Mais couteau. Non, c'est pas moi, c'est Fanny. Voilà. Tu vas nous chercher un couteau dans la cuisine. Mais Fanny, elle mange pas de saucisson. Romain, il va. Romain, mon amour, tu vas nous chercher dans le tiroir, il y a des couteaux plus coupants. Oui, Sherlock Holmes. Qu'est-ce qu'on disait ? Sherlock Holmes. Avant de noter les golomètres, tout de suite, j'ai envie de vous poser la question. Aimez-vous la licence Sherlock Holmes ? Que pensez-vous du film de Guy Ritchie ? Je vais arrêter de taper dans les mains parce que je vais faire mal aux oreilles de notre ami Cédric. Que pensez-vous de la licence Sherlock Holmes en elle-même ? Et on notera juste après. Qu'attendez-vous de Sherlock Holmes en série et en télé ? Jérôme, tu commences ? Élémentaire. Ah ouais, j'avais pas pensé à la fin. Écoute, alors Sherlock Holmes en littérature, moi ça fait très très longtemps que j'ai pas lu du Sherlock Holmes. À mon avis, il faut que tu ailles un peu plus loin que l'entame là, pour que ça commence à devenir mangeable. Le premier centimètre au centre. Voilà. Enlève ce morceau-là parce que en fait, il y a eu une réaction chimique là. La peau s'est mise à l'intérieur. Mais c'est un truc de dingue ça. Ah non, ça sent super bon là. Oh là là. Ah ouais, ça sent fort. Hein. Ça sent la campagne. Hein. Ça sent la campagne. Oh putain. Tu disais quoi sinon, Jérôme ? Oui, alors. Donc Sherlock, ça fait longtemps que t'as pas lu Sherlock. Ouais, ça fait longtemps. Le film, alors c'est marrant. Le film, je l'ai vu en 2 temps. Le premier film, la première fois, je l'ai regardé. Ça m'a fait chier, je me suis endormi devant. Ça bouge là. Et donc j'avais un peu abandonné. Excuse-moi, j'ai rien touché. Ouais.
Pourtant, j'aime bien les films en costume, j'aime bien les trucs qui me font voyager dans une époque. Un peu steampunk. Un peu steampunk. Donc, je me suis un peu obligé à le re-regarder parce que tout le monde disait que c'était bien. Et c'est vrai que c'est bien. En fait, j'ai passé un bon moment. Je me suis bien distrait. C'est du grand guignol. Hein. C'est du grand nawak. Mais c'est plutôt rigolo comme film. Donc, on n'en est pas encore au gros. Non, tu diras à la fin. Mais voilà. La série, t'as vu la série ou pas? Eh ben non. Eh ben regarde-la. D'accord. Parce que je pense que ça va te plaire. Je signale juste, et à l'attention aussi de Poppy, puisque une séquence du film de Sherlock Holmes 2 a été tournée à Strasbourg, où ils ont refait complètement la place avec la cathédrale. Il n'y avait pas de scène tournée avec Robert Downey Jr., mais je crois qu'il était présent sur le tournage. Ah bon? Oui, il est passé faire un coucou, je ne sais pas pourquoi. Poppy, si tu as des photos, enfin moi j'en ai quelques-unes que j'ai récupérées parce que ça fait un petit événement dans la région. Poppy, est-ce que tu étais là? Réponds-nous, dis-nous, voilà. Toi Philippe, le film? J'ai pas hyper accroché au premier Sherlock Holmes, au Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Je suis quand même étonné là, je vous trouve dur. Moi j'ai dit que j'étais bien. Non mais je trouve que ça se laisse regarder quoi, mais je trouve que c'est un film un peu vulgaire en fait. Je trouve que on va reparler de Guy Ritchie, c'est Guy Ritchie qui je trouve ça un peu vulgaire et puis je trouve que c'est un film qui va très mal vieillir. Avec ces décors en CGI où tu vois vraiment à fond les ballons que c'est de l'image numérique. Ces espèces de boulets, je crois qu'il refait du bullet time à fond les ballons. Il fait du Guy Ritchie. Ça me saoule. Et c'est de la frime. Voilà. Tout ce film est une frime. Voilà, c'est de la frime. Que ça soit les effets de réalisation ou l'interprétation de. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il fait des gestes, mais j'en sais rien. J'ai un couteau, je te sais, je suis un psychopathe. Alors, pourquoi il nous montre l'image? Oui, que ce soit les effets numériques ou la mise en scène ou l'interprétation de Guy Ritchie, de Robert Downey Jr., je trouve que c'est de la frime. Eh ben moi, je trouve au contraire que Robert Downey Jr. et Jude Law, ils ont formé un vrai couple de cinéma que je trouvais vachement agréable. Je trouve que Jude Law... toi, t'as été... Julo. Je trouve que Jude Law est plus son interprétation est plus intéressante. La myrte. La myrte pose des problèmes, ça fait gonfler la langue en fait. Encore une fois, avant de passer aux notations, en plus j'ai revu... passons aux notations. J'ai revu Snatch il n'y a pas longtemps. Un peu son... Justement, j'ai revu Snatch il n'y a pas longtemps. Et alors, effectivement, on peut pas dire que Guy Ritchie n'abuse pas des effets visuels, comme tu dis, un peu frime et qui brillent. Ouais. Mais je trouve qu'il a vraiment un vrai style et une vraie énergie dans la façon de filmer, la façon de monter et de raconter aussi. Finalement, il a une patte. Et je trouvais qu'on la retrouvait bien dans le Sherlock Holmes 1. J'espère qu'on la retrouvera, j'en suis sûr, dans le Sherlock Holmes 2. Et ceci dit, juste, je rebondis aussi là-dessus, je trouve que les Anglais arrivent à gérer leur licence Sherlock Holmes tellement mieux que nous en France on a pu le faire avec nos licences à nous. Je pense à Vidocq, Belphégor, Fantomas qui a été abandonné par Thomas Langman il n'y a pas longtemps. Nous, je sais pas. Encore une fois, la France, on a un patrimoine qu'on n'exploite pas. À part le dernier film qui est une catastrophe, Arsène Lupin. Oui, mais en série et tout ça, on l'a quand même un peu adapté. Si on parle de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faudrait faire? Pourquoi est-ce qu'on ressort pas des Jules Verne adaptés au cinéma? Non, c'est quand même chez nous, Jules Verne. On a un patrimoine très très riche. Qui a été le premier, on en reparlera tout à l'heure. Jules Verne, c'est les Américains, tu vois, 20 milieux sous les mers. Ouais. Je crois qu'il y a un 20 milieux sous les mers d'ailleurs qui est en préparation, je sais plus chez quel studio. Donc voilà. Vous voulez qu'on note leur tête. Si, Noomi Rapace, attends. L'actrice, le personnage féminin qui sera dans Sherlock Holmes 2, Noomi Rapace, à suivre la petite Noomi Rapace qui jouait dans Millennium, le rôle de Elizabeth Salander, qui va jouer dans un rôle lead. Je ne sais pas si elle aura le premier rôle dans Ridley Scott, Prometheus, qui devait être le préquel de Alien, mais qui sera vraiment un film à part de l'univers Alien. Et à mon avis, on va en entendre de plus en plus parler. Voilà. Très bien. Alors Golomètre, il faut sortir la barre. Beaucoup de la barre. Et puis il faut bouffer le saucisson maintenant qu'il a coupé. D'accord, mais sors la barre. Qui commence? Ah oui, la barre. Eh oui, sors la barre. Attention, je sors la barre. Non, Romain, t'inquiète, c'est la caméra. Alors, le golophone, cette invention. Bruit de grincement métallique. Que le monde entier nous envie. Bien évidemment, grincement métallique. Qui nous accompagne depuis le début de cette nouvelle formule de Scud, le golophone. Alors, j'ai envie de dire, puisque je l'ai sous la main, je vais donner le premier, mon golomètre. Salut, ça va? Ouais, moi aussi, très bien. J'ai envie de dire que mon golomètre pour ce Sherlock Holmes n'ira pas tellement plus loin que 2.
Oh, c'est dur. Oui. Il est sale, le golophone. Hein. Oui, faudra ça, penser c'est- à... Oui, bon, on va demander à la femme non, de il y a ménage. il y a du poil de chat, surtout. Oui, et de la Enfin, poussière. bon, c'est quand même. Voilà, c'est un objet qui vaut ça nous quand a même coûté à quand peu même, près 10 000 $. ouais, il y a du à ce Kevlar prix-là. là-dedans. Hein, et, du Bah, Oui, mais ça renforce le côté vintage. Voilà. Très bien. Alors, moi, je vais quand même mettre une note beaucoup plus optimiste parce que j'ai quand même bien pris mon pied à Sherlock Holmes 2. J'ai bien pris mon pied à la saison 2, à la saison 1 de Sherlock Holmes, la série. Donc, je mettrai un 4. J'ai l'impression de mettre que des 4, moi, en fait. Peut-être parce que je choisis mes golomètres parce que ce sont plutôt des choses que j'aime bien. Va savoir. Va savoir. À un va moment, il faut savoir. peut-être que je note. C'est ça que tu as envie de leur me dire. parles, là, Non, tu mais- leur Oui, parles, je suis là, c'est bon. 4. Ciao. Moi, écoute, le Sherlock Holmes m'a fait passer un bon moment, sans plus. Je vais mettre un 3 pour être entre vous deux, parce que j'aime bien être au chaud bien. entre vous deux. On s'en Voilà. Très bien, très bien. Mets-toi Tout là, ça, tu veux, viens t'asseoir. tout ça est très Donc un sain. petit 3. Quand est-ce qu'on goûte ça? Tout ça, je sais Moi, pas. je Bah, pense que, commence. attends, moi, je pense que Philippe devrait être le premier le goûter parce qu'il te l'a quand même offert à toi. Ah non, il a Ah, offert. si. Non, non, Ah, non, non, non. si. Ah, si, on va si, faire si. comme avec les verres, les gars, c'est on bouffe tous les trois en même temps. Ok, alors C'est moi, tout. je prends. On peut Moitié enlever de la morceau. peau sans passer pour des... Ouais, je pense qu'on va essayer d'enlever la peau. Parce que moi, j'ai vu tout à l'heure le truc bouger tout seul. Donc, à mon avis, il y a une vie Extraterrestre. sur la peau. Il y a une vie dans le Tous les saucisson. scientifiques du monde entier. Très bien. putain. Nous sommes en train de considérablement ralentir le rythme de l'émission et donc de nous. Et priver- alors, on passe au golomètre. golomètre suivant, numéro deux. numéro 2. Super bon sang, je me vide de mon sang. Vous m'avez coupé les bras avec un On couteau. le là, bouffe c'est avant pas- le début du golomètre, mais enfin, il faut le bouffer à la caméra. Attends. Ah, moi, je racle tout. Je racle tout. Et ça sent un peu Ça- la ça- diarrhée. Ça pue, hein, sans déconner. C'est joli, c'est un cadeau, Hein. C'est bon. Ah, la vache. Ah, vache. Ah non, mais il faut le bouffer. Hein. Ah, il faut, non, il mais faut. là, il n'y a pas le choix. Hein. Bon, allez, on reprend Oh, le tournage. C'est qui fait le golomètre numéro 2? Moi, je vais le tremper là-dedans pour désinfecter. Alors, on bouffe d'abord et après, tu fais ton golomètre. Poppy, Non, c'est pas moi, c'est Philippe le C'est moi. golo. Poppy, nous allons tous ensemble goûter ce Le corps du saucisson. Christ. Bon courage, les gars. Eh bah, À c'était tout à l'heure. sympa de vous connaître en tout cas. et, Tout à l'heure, enfin, Ça peut-être. sent, non, honnêtement, on peut le dire quand même. Ça sent super fort. Ça sent super, super fort. Les pieds. Super, super fort. Bon, on bouffe, Bah oui, ça y est. mais en entier, non? Ça va. Assez fort, hein, quand même. Ça a quand même un peu le goût de l'odeur. Hein. Putain, la vache, mais d'où tu sors ça, quoi? Ah, d'où tu sors ça? Non, c'est costaud. c'est du je me permets de désinfecter à chaque bouchée. Ah, mais mangez-le en entier. Faites pas Ah vos oui, oui, tapettes, là. hein. Bouillon naturel. Bon, alors, ton golo, Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît? piccolo gogo. J'ai quand même l'impression de mâcher un pied, là. Un orteil de zombie. Mon golomètre reviendra sur cette année 2011, riche en films de super-héros. Une fois de plus. Matthew Vaughn, le réalisateur de Kick-Ass, et futur réalisateur, réalisateur du futur X-Men First Class. Matthew Vaughn avait prédit récemment dans une interview que le public allait très vite se lasser des films de super-héros. Pour l'instant, les faits, a priori, lui donnent tort, puisque on n'a pas moins de 5 sorties en 2011 de films de super-héros. Il y a eu Green Lantern il n'y a pas très longtemps. Et à venir, donc, Thor de Kenneth Branagh. Green Hornet. Green Hornet, pardon. Tu as bien fait de me reprendre. Très très bien. Viens, tu as une bonne petite tête, toi. Et tiens, faut que j'équilibre. Attends, excuse-moi. Voilà. Et Il recycle ses vannes de Tom. Thor T'as de... vu ta gueule. Il recycle les vannes de Tom. Non, mais c'est Un un machin, peu et puis droit. j'équilibre. Hop. Oui, mais c'est du running gag. C'est de la cohérence dans la vanne. Ah, pardon, j'avais cru que c'était. D'accord. Thor de Kenneth Branagh qui sort le 27 avril, X-Men First Class donc Judy Matthew Vaughn qui sort le 1er juin, Green Lantern de Martin Campbell qui sort le 3 août, Green Lantern d'après le super-héros de DC Comics, et le gros morceau de l'année, à mon sens, The First Avenger, Captain America de Joe Johnston, Wolfman, The Rocketeer, etc., qui sort donc le 17 août. Moi, ce que j'ai envie de vous... Et alors, tout ça, c'est qu'un hors-d'œuvre, j'allais dire chef-d'œuvre. Hors-d'œuvre. Petit hors-d'œuvre avant 2 gros poids lourds. Hein. Voilà, 2 gros poids lourds, même 3 gros poids lourds, puisqu'en 2012, si je ne m'abuse, on aura du Superman, du Batman avec le 3e volet de Jack Chris Snyder Nolan. aux commandes de Superman. Voilà, produit par Chris Nolan d'ailleurs. Produit par Chris Nolan. Voilà, Même écrit, je crois. et le Spider-Man reboot, dont les quelques photos que nous allons peut-être voir rapidement comme ça, font un petit peu peur, il me semble, enfin, à mon sens en On va tout en cas. reparler.
Oui, il faudra en reparler. On en reparlera. Mais restons sur 2011. Putain, je vais en revendre la chattagne. Mais restons sur 2011. On va reprendre la chatte. Non mais oui, mais... Voilà. Le canon Attendez. tombe de rire. Maîtrise, reprenons maîtrise. On vient... La caméra filme toujours. Ils ont chanté une On a failli perdre la deuxième caméra. Tout va bien. Bon alors. Revenons à 2011. Voilà. Thor, X-Men, Green Lantern, Captain America. Vous avez vu les 4 bandes annonces, messieurs. Oui. Est-ce que le sentiment d'ensemble pour cette fournée 2011 de films de super-héros vous donne le golomètre? Voilà, de l'ensemble. Et est-ce qu'il y en a un qui se détache plus parmi les autres? Voilà. Ou alors, sinon, pas golomètre du tout, parce que les films de super-héros, vous en avez plus rien à foutre. Et les 4 trucs que vous avez vus, franchement, pour vous, c'est cheap, c'est nul, ça a l'air ringard. Tu veux commencer? Non, je vous en prie. Ouais, pour moi. Voilà. Pour moi, c'est clair. Il n'y en a qu'un qui se détache à la limite du lot, et c'était pas celui que j'aurais donné gagnant au début, c'est X-Men First Class. Je pense qu'on a des effets conjugués. First Class. Du pied et de la chatte. Thor, je trouve ça juste limite ridicule. Autant le choix de l'acteur, physique, enfin tout. Kenneth Branagh, je sais pas pourquoi il est allé là-dedans, mais bon, on sait jamais. Green Lantern, j'en parle même pas. C'est le plus redoutable. Hein, celui-là, il a l'air vraiment moisi. Non, X-Men First Class, autant au début, ça sentait un peu... Enfin, j'avais peut-être l'arrière-goût de Wolverine. L'arrière-goût de la saucisse. L'arrière-goût de la saucisse de C'est vrai Floppy, que ça aussi. Il y a un renvoi de la saucisse. Il y a comme une mémoire de... Voilà. Non, au vu du générique, pas du générique, du... Enfin voilà quoi. Du trailer. Du trailer, merci. Je trouve que ça a plutôt la classe. Puis j'aime bien le choix des acteurs. Il y a l'acteur qui jouait l'officier anglais, qui parlait allemand dans Michael Fassbender. Glorious Bastard. Il jouait juste bien, quoi, juste parfait. Et James McAvoy dans le rôle de Xavier. Et Fassbender, il joue le rôle de Magneto. Après, donc finalement, la moyenne, je vous dis pas, mais ça va être assez bas tout à l'heure. La musique du trailer de X-Men First Class est super. J'ai pas fait gaffe. Ah, elle est vachement bien. Ça sera le moment. Donc, oui, on va le mettre en dire après. Jérôme. Bah écoute. Ouais, vraiment. Je pense qu'il y a quand même le phénomène Dark Knight qui est venu, en tout cas moi, me montrer le type de film de super-héros que j'avais envie de voir, donc me montrer le type de film de super-héros que j'ai plus envie de voir. Énorme déception sur Thor, parce que c'est vrai que Kenneth Branagh, même s'il peut avoir un côté hyper prétentieux, hyper chiant, c'est quand même quelqu'un dont j'aime les adaptations de Shakespeare, etc. Et je me suis dit, il va peut-être faire quelque chose. De Shakespeare, d'anglais. Exactement. Et avec des illustrations un peu à la Moebius, tu vois, quelque chose de grandiloquent. Avec, là, les armures, on dirait du latex, mais tu sais, du latex de boutique de cul, quoi. Le mauvais latex, quoi. L'armure de Thor. Régulièrement, là. Oui, là où on va, là où on a la carte fidélité, là. Voilà, très bien. De toute façon, Thor, déjà, le costume de Thor, je trouve qu'il vieillit très mal, quoi. Non, mais attends, ce que je veux dire, c'est qu'ils auraient pu faire Thor, mais façon avec du métal, tu vois, des vraies armures. On l'a fait dans le Seigneur des Anneaux. Enfin, lui donner un côté antique, grandiloquent. Ils ont modernisé opéra, le costume Valkyrie, enfin, il y a un imaginaire wagnérien autour de tout ça, qui aurait pu en rendre... Et là, le film est juste grotesque. En tout cas, la bande-annonce est grotesque. Elle est grotesque. Bref. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Le seul qui m'a fait hausser le sourcil, mais d'un microcentimètre, c'est Green Lantern. Oh non! Ben si. Mais pourquoi? Non, mais pourquoi? C'est pas le film, parce que on sent le truc pseudo-drôle, mais c'est plus le héros qui m'intéresse, parce que c'est un héros que je connais pas très bien, Green Lantern. Je sais que j'ai lu des comics de lui quand j'étais petit, j'avais du Green Lantern, mais j'ai envie de réexplorer la mythologie de Green Lantern, parce que je la connais pas bien. Moi, X-Men, l'espèce de truc pré-X-Men et tout, ça m'a pas excité. Moi, j'adore l'ambiance un peu 60s qui revient vraiment aux origines du comics des années 60, avec une petite ambiance presque un peu Mad Men. De Watchmen, justement, on voit les super-héros dans les années 50-60 avec les vieux costumes. Il y a un truc, c'est que, en tout cas, tous ces films-là, ils sont cruciaux, hein, mine de rien, stratégiquement pour les éditeurs que sont DC et Marvel, parce qu'on est quand même dans une période de très gros marasme, mine de rien, pour les ventes de comics en print. Et je crois, si je me souviens bien de ce que m'a dit mon camarade Fabrice Sapolsky de Comic Box, un best-seller aujourd'hui en comic book aux États-Unis, début 2011, c'est 100 000 exemplaires, grand max. C'est rien. Et c'est rien. On est très très loin du million d'exemplaires que vendait Superman
ou 1,5 million d'exemplaires par mois que vendait un Superman pendant la guerre ou après-guerre, ou très loin encore des 3 millions d'exemplaires que le premier Spider-Man. Et t'as pas les chiffres des comics dématérialisés, genre sur les pads et tout alors, bonne question. Non, je les ai pas, j'ai pas fait la recherche. Dead, mais je pense que ça à combien, par exemple? Je sais pas. C'est pas des super-héros. Honnêtement, mais tu sais non, rien, c'est pas en des fait. super-héros. T'es nul en journaliste. Non, t'as pas de données, t'as rien, t'as bon, pas de chiffres. filez-moi de la châtaigne. Hein, parce que... tout ce Alors, que je sais en tout cas, c'est que ces films sont très importants parce que ce sont eux qui aujourd'hui drainent les ventes, le licensing pour les éditeurs que sont Marvel et DC. Parce que le papier, ça ne se vend plus, quoi. Juste parce que c'est un de tes chevaux de bataille. Et ça n'est pas rattrapé par les ventes, c'est ce que me disait Fabrice. D'accord, Pour c'est répondre à pas ta question, rattrapé par c'est les pas ventes suffisamment. immatérielles. Voilà. Parce que c'est ton cheval de bataille. Souvent, tous ces films vont être pour enfants, quoi. Les producteurs d'Hollywood sont très... Alors, parce que tu dis souvent qu'ils sont échaudés par l'aventure des Watchmen, pour moi, mais en même temps, Dark Knight, qui était assez adulte, a plutôt fait un très très bon score. Dark Knight était une sorte de hauteur maximum que se sont autorisés les studios Warner. Le dans le côté un peu Green Hornet de Gondry a pas trop mal marché, je crois. Pour le budget pas du trop film. mal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en effet, tous ces films, le Dark Knight, par exemple, il était, malgré sa noirceur et son côté... Moi, j'emmènerais pas un gosse de 5 ans voir The Dark Knight, par exemple. J'aurais pas emmené. Mais il était malgré tout public. Et aux États-Unis, il est sorti avec la mention... Enfin, tout public. En Europe, en France, il était tout public. Aux États-Unis, il est sorti avec la fameuse mention PG-13. C'est-à-dire, c'est la classification dans laquelle sortent la plupart des films. Les 5 dont ils on a parlé, tous PG-13. Ils sont tous PG-13. C'est-à-dire la condition sine qua non impérative, c'est que ces films ne sortent surtout pas avec la classification R, qui aux États-Unis correspond à une interdiction au moins de 17 ans non accompagnée. Parce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas développer un marketing autour des jeux vidéo, autour de tous les produits dérivés familiaux, quoi, pour les familles. Ils ne peuvent pas signer des contrats avec les fast-food, des trucs comme ça. C'est bien dommage. Donc ça sera des films certainement pas radicaux, ce qui n'empêche pas que ça sera peut-être pour certains des films pourquoi pas réussis. Je veux dire, Captain America... Tout arrive. Voilà, Captain America peut être... voilà. Donc passons à la notation. Allez, vas-y, amène le Golophone, cet outil merveilleux de la technologie humaine. Tu me fais peur là, t'as trop de trucs. Que le monde entier nous envie. Moi, j'ai envie de vous dire rebonjour. Je mets un Golophone, j'ai envie de dire Vas-y. À 4. À 4 À 4. Regarde, même Cédric là, il est choqué. Alors je sais. Il est choqué. Je sais. T'as appuyé ou pas? Oui, j'ai appuyé. Oui. Bah, c'est trop tard. Tu vas être déçu, Philippe. Tu vas encore avoir une année de déception. Non, mais c'est un truc global. Comme avec Iron Man 2, tu vas être déçu. Non, mais c'est un truc global. Tu vas être tout chiffon. Allô, écoutez-moi bien. Je vais mettre 2 et je pèse mes mots. 2. Ah oui, carrément. Arrêtez de vous foutre de ma gueule maintenant. Ils commencent à prendre quelques libertés en salle de machine. Moi, j'ai un petit peu. Et ben moi, je rejoins mon confrère, collègue et ami Arnaud. Ça sera pas plus qu'un 2. En tout cas, si les films sont réussis, on peut dire que leurs bandes annonces sont ratées parce qu'elles m'ont pas donné du tout envie de voir ces films-là. Tout à fait. Ça casse. Donc je mets un 2 au trailer. Très bien. Très bien. C'est moins raté que les bandes annonces de films français qui me font de la peine à chaque fois. On a noté. On passe au golomètre. Number 3. Qui a Jérôme. Alors, golomètre numéro 3. Mon cher Igor, mon cher Grishka. Projetons-nous dans le futur, et le futur de demain. Les vols spatiaux... Alors, on peut pas faire le futur d'hier en même temps, parce que sinon c'est... Ouais, mais en même temps, c'était Avenir X. On ne sait pas où il est. T'es bien parti. Alors, les vols spatiaux. Non, les vols spatiaux commerciaux. C'est-à-dire, c'est bientôt à notre portée. C'est demain dans ton agence de voyage. Tu vas pouvoir voyager dans l'espace. Virgin Galactic, si vous allez voir le site, tout est en place pour réserver son billet. Alors, les premiers vols seront à 200 000... à côté du hublot. T'en fais un ta gueule. Il y a des hublots de partout. Ah bon. T'as pas vu la navette? Non. On va montrer il y a des hublots de partout. Les premiers vols coûteront 200 000 $, mais très rapidement. Il y aura un tarif économique à 150 000. Très rapidement, ils ont prévu des vols à 30 000 $.
Ah, c'est mieux. Juste après, genre un an après, quand ils auront... Parce que la navette, elle a 6 places. Donc, il va falloir faire partir un peu tous les milliardaires, machin et tout. Et puis après... C'est fascinant, ça. Et ils ont déjà construit le spatioport. On a un spatioport sur Terre. On a des photos. C'est dans le Nouveau-Mexique, oui, il y a des photos. Tout est prêt pour les voyages continentaux. Les voyages. C'est la grosse arnaque, en fait. Le spatioport vous attendra pour voyager. en fait, t'as une grande bâche avec des étoiles peintes. Alors, Et voilà, les gars. Allez, on redescend. Hein. Alors, T'as un petit rail qui t'emmène juste à 20 km. Un pauvre truc pourri. Oui. c'est pas les premiers, puisqu'il y a eu déjà des vols commerciaux. Mais alors, les Russes, en gros, Oui, le dans prix... les navettes russes. Ouais. dans les fusées russes, ça coûtait quand même 1 zéro de plus pour partir. Bon, t'avais 10 jours, t'étais en station. Il y avait un Mais entraînement. il fallait un entraînement plusieurs mois. Là, tu auras un entraînement de 2 à 3 jours quand même pour partir. Le voyage en lui-même va durer 3 heures et tu auras 3 à 4 minutes en apesanteur totale, vraiment sorti de l'atmosphère, voir la Terre Incroyable. et tout. Où tu pourras détacher ta ceinture et te balader dans le vaisseau. Incroyable. Et tout. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que pour vous, c'est un rêve de gosse qui va se réaliser? Est-ce que vous êtes prêt à claquer, on va dire, 2 ans de salaire pour partir dans l'espace? Ou est-ce que ça vous excite moyennement et vous dites finalement on a assez de problèmes sur Terre pour s'envoyer en l'air, c'est stupide et c'est la vanité de l'Occident, etc. Vaste débat. J'allais dire oui, mais tu sais, il nous fait culpabiliser. Non, alors quand même, il y a un truc merde, que je on voulais prend rajouter. un village Dans les pendant premiers 3 ans inscrits, avec dans les le prix d'un célébrités billet. qui sont les premiers inscrits pour les voyages spatiaux. Alors, il y a le guitariste Dave Navarro du groupe Jane's Addiction, que je connais pas. ouais, je connais. L'actrice Sigourney Weaver. Ah Eh. ah Ah. Il reste une place à côté d'elle. Ah. ou pas Le réalisateur Bryan Singer, Bon. le musicien Moby et Paris Hilton, Oui. qui Ouais, ne loupera tiens, jamais si une elle occasion est- de s'envoyer en Ah l'air. ouais. Si en elle plus, peut se avec ses péter thunes, un silicone là-haut, tiens, ce serait... Non, ça, elle n'a pas de silicone là. Dans les Ah oui, lèvres, non, pas oui. trop, ouais. Dans les lèvres, Ouais, elle je en pense a. qu'elle en mais a je- Avec ses partout. thunes, elle va pouvoir prendre un abonnement à l'année en plus. Non, mais un elle truc s'envoie en comme ça. l'air, encore une fois. Très bien. Très bien. C'était très Donc voilà drôle. ça. Et est-ce que vous avez... Et Stephen Hopkins veut partir aussi. Qui ça Alors, Steven. Steven C'est qui Hawkins. Hopkins. Ah, Hawkins, d'accord. Oui. Ah. Non, arrête. On ne se moque pas. Et donc, il veut partir aussi dans les premiers vols. Donc, Bah, ça va c'est être les plutôt premiers. sympa. Est-ce que vous voulez être dans les premiers? Vous attendez qu'il y ait des promos? Tant qu'il y ait des premiers est-ce morts que- pour voir. Est-ce que c'est un truc dont vous rêvez depuis que vous êtes gosse et tout ça? Donc, c'est un peu le golomètre. Oui. Vols spatiaux, Bah golomètre, oui. il est où? Oui, bah moi oui, ouais, bien sûr que oui. Ouais, oui. Enfin, à 120 000, 150 000 dollars, là je peux pas. 200 000. 200 000. 200 là, je 000 peux pas. $ les premiers. Si dans quelques années ça descend dans les 10 000, je peux économiser, ouais. Mm. Ouais. Bah, moi, c'est oui direct, bien sûr. C'est un rêve. Mais à quel prix? Bah, Bah, 20 000, au prix qu'on est capable de mettre. Oui, oui. Non, mais c'est Prix pour qu'on ça que... peut, ouais, au prix Ouais, qu'on c'est- peut. c'est ça que Combien je- tu me fais? C'est pour ça que je voulais pas parler forcément de valeur, mais est-ce que vous êtes prêt à sacrifier 1 an de salaire, 2 ans de salaire, 3 mois de salaire? j'ai plus de salaire, hein, moi, de toute façon. Non, mais donc, voilà, je sais pas. Non, ça c'est. Oui, non, mais alors c'est con parce que tu parles d'argent, effectivement, avec Non, mais- tout l'argent dépensé dans la recherche et dans le développement de ce programme, et puis l'argent dépensé par les gens qui ont voyagé, on pourrait sauver des villages entiers, des pays, je sais pas, racheter la dette des pays les Non, plus mais pauvres. d'accord, mais la Ouais, guerre, la la guerre, question se ça pose pas craint comme et la ça. fin dans le Voilà, monde, c'est la chiant question aussi, se pose pas comme ça. C'est juste incroyable qu'on puisse le faire. Effectivement, Ah, mais ça va moi, coûter oui. très cher aujourd'hui. Et puis, je pense que dans 20 ans, ce sera peut-être comme aller à Euro Disney. Tiens, je vais me faire un petit vol. Et moi, c'est un rêve de 3 total. minutes Tiens, au-dessus il y de la a, Terre. je sais plus, c'était Et, hier. et ouais. vous vous sentirez pas frustré par juste 3-4 minutes en apesanteur? Si, sûrement, mais peut-être. Sûrement, ça mais c'est évoluera. juste si tu vois la Terre, enfin, c'est indescriptible, c'est complètement Et génial. demain, Pour moi, ça vaut le coup. demain, on sans ira sur la problème. Lune. Voilà. Tu vois, c'était hier ou Disneyland. avant-hier, il y avait le lancement d'Ariane, je sais pas combien, là, et tu pouvais le suivre en direct sur le site de. Hein, ah ouais, et ben moi j'ai construit Ariane 2. Et qui c'est celle qui a foiré? C'est que- C'est Philippe qui a appuyé sur le bouton. non, et ben moi j'ai regardé, tu vois, j'ai vu sur C'est un Twitter, échec. il y avait des. Il y On avait des devrait petits- mettre là. Je me souviens de l'image parce que je me souviens très bien. Et la fusée était en train d'exploser. Et tu avais encore le mec qui commentait, qui devait avoir un décalage dans Ouais. la diffusion,
qui n'avait pas vu qu'elle avait explosé, qui continuait à dire c'est la génial. fusée s'élance, c'est merveilleux. Puis tu voyais le truc. Non, le plus drôle, je crois que c'était une Apollo ou une Saturne, je sais pas. T'as le lancement et en fait, t'as juste le parachute en haut qui fait pop. On montrera l'extrait sans le trou. Bon, je propose qu'on passe à la notation. Alors la notation, le voyage commercial, vous êtes partant, vous voulez partir dans l'espace. Ah, il est où le golophone? Allez, le golophone. Grave. Allez, les gars, Captain Viral, là, tout ça, là, 5. 5, enculé. Ouais, bah ça va être 5 aussi. Hein. Allez, 5. Voilà. Si d'ailleurs Virgin veut nous sponsoriser, oui, on n'est pas Virgin, contre. si vous voulez envoyer les scuds dans voyage, l'espace. le premier podcast tourné depuis l'espace. Alors tu sais, petite anecdote, le groupe Muse veut être le premier groupe à jouer un concert dans l'espace. Ah bah qu'ils y aillent. Voilà, c'est pour ça que je te l'ai fait, c'est des qu'ils y restent. qu'ils y restent. Qu'ils explosent en vol, tu sais. C'est ça, Muse, Laissez et puis, partir la et puis capsule, Radiohead, là. pour Rock and Roll, qu'on Laissez-la fasse partir. petit package. Bah, Ouais, pas radio, voilà. Par contre, ACDC, ils pourront pas partir, ils sont trop vieux. Alors, bah c'est Eux, bon. ils ont- par On contre, a fait ils le ont tour. assez Ouais, on a d'argent. fait le Ça tour fait une du moyenne golo. de 5 quand même. Ça fait une moyenne Est-ce de que 5. c'est pas la C'est première assez fois rare. Je me c'est demande assez si c'est pas le premier golomètre à 5 partout. Ah ouais. À vérifier dans nos Musique. archives. Je sais pas, Fanny. Celle des Champs-Élysées. Ah ouais. Ah, c'est pas mal. Ouais, Champs-Élysées. Très bien. On passe au gros débat. Oh putain, merde. Oula. Oui, bonjour. La nouvelle est tombée il y a quelques heures sur les téléscripteurs du monde entier. Le Department of Defense, la NASA, Scotland Yard et le National Space Center of Uzbekistan signalent plusieurs dizaines d'apparitions de flying saucers dans l'atmosphère terrestre. Plusieurs disques lumineux de forme longue et molle semblent consteller l'atmosphère. C'est un petit peu la panique dans les rues. Les chancelleries du monde entier se concertent pour comprendre comment réagir face à ce phénomène absolument sans précédent dans l'histoire de l'humanité. À mes côtés, pour parler de tout cela, pendant que les informations nous parviennent vraiment minute par minute, c'est une situation totalement inédite. Tout à l'heure, mon vieux, merci. À mes côtés, donc l'ufologue Jérôme von der Kleinborg, diplômé du Flokenstadt Institut d'ufologie. Vous nous direz un petit peu comment réagir face à cette invasion soudaine. À ma gauche, le général Arnold Magdamouk. Vous avez participé aux essais nucléaires de Mururoa. Vous êtes médaillé 3 fois de la Purple Heart et 5 fois de la Grande Médaille du Mérite Agricole. C'est ça, mon Professeur fils. Tout à fait, mon vieux. Kleinborg, professeur Kleinborg, je tourne vers vous. Alors que les infos nous parviennent vraiment minute par minute. Merci. Je vous demande de me dire comment faut-il réagir, professeur. À votre avis, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur ces aliens, leurs intentions? Tous les buter. Voilà ce que je dis, moi. On vous adressera la parole Tous les tout foutre à l'heure. dehors. Tout à l'heure, général. Professeur, on vous écoute. Comment réagir? Il est général, je croyais qu'il était juste capitaine, lui. Non, j'ai dit général tout à l'heure. Ah bon, Il faut écouter d'accord. mon vieux. Il est monté en grade par rapport au reste. Allô, il y a quelqu'un là-dedans? Va faire ton service militaire, on en parlera après. Professeur Kleinborg. Rien, n'ayez pas peur. Je suis en contact avec les extraterrestres depuis pas mal de temps, grâce à ce casque qui a été construit au MIT à base d'alcool de châtaigne et de saucisson. Hippie. Et qui me permet de idéaliste, rentrer en contact anarchiste. psionique Est-ce que vous pourriez fermer votre avec gueule, les s'il vous plaît? extraterrestres et donc de lire respect, leurs pensées. on a eu Les extraterrestres, n'ayez maté pas plus peur. d'un, moi. Écoutez-moi, n'ayez pas peur. Les extraterrestres viennent en paix. C'est une civilisation évoluée qui vient nous sortir de l'âge de pierre dans lequel des ça. barbares nous C'est ça. emmènent. Retourne Alors, dans ta excusez, tente, laissez va donc pas la élever tes panique, chèvres. laissez pas la Non, panique. mais Les informations nous parviennent vraiment. Et ils ont minute des par armes de minute. destruction Les massive, c'est informations- ça que vous sûr, allez mais nous voilà dire. comment on va régler le Nous, par problème. d'habitude, C'est comme mais ça on qu'on nous réglera prend le toujours problème. Les mais voilà, informations j'en ai nous marre. parviennent minute par minute. On attend des dépêches qui nous Écoutez-moi, parviennent c'est- vraiment minute par minute. Général, à votre avis, quelle Je est vais la vous dire réaction comment la plus réagir à appropriée? tout ça. On les renvoie dehors. De toute façon, de principe, ces gens n'ont pas la même couleur que nous. Ils ne parlent pas notre langue. On les renvoie chez eux. Très bien. Illico, presto. Très bien, général, je vous remercie pour cette analyse pleine de bon sens. Mais voilà exactement pourquoi on doit évoluer. C'est avec des comportements archaïques comme les vôtres qu'on va Anarchiste, faire exploser anarchiste de la merde. Et on a Je besoin vous de laisser gouverner. Voilà comment ça finirait. Merci. Tout le monde donne passer la panique. Bien, écoutez, on va se retrouver après une petite pause publicitaire. Bombe nucléaire là-dessus, tu verras. Moi, je te règle tout C'est ça en un 2 petit peu minutes. la panique, le débat va commencer. Bonne soirée à vous tous, c'était absolument sans précédent. Peace, peace. Merci. Bon.
Bon, alors évidemment, là, on déconne, hein, mais derrière tout ça, il y a un débat très sérieux comme d'habitude dans Scud. Vous nous connaissez, rigueur, sérieux. Maîtrise, régularité. Exactement, et rigueur surtout. Oui. On va parler donc des extraterrestres. Il y a une actualité assez chargée. Et oui, ils ont débarqué. Ils sont là. Ah non, pardon. Qu'en cinéma, en tout cas, le cinéma nous l'annonce. En décembre, on a eu le très con Skyline. Et également le moins con, beaucoup moins con je crois, Monsters, et bientôt le 16 mars, Battle Los Angeles, qui raconte encore une invasion extraterrestre. Donc c'est à nouveau dans l'air du temps, à la télé aussi, bon voilà, on a UV récemment, et bientôt à venir la série Falling Sky sur TNT avec Noah Whale. C'est une tendance cyclique. Je pense que la mode des extraterrestres, des E.T. est revenue de plus belle avec les succès en 2009 de District 9 et évidemment d'Avatar, même si là, dans le cas d'Avatar, les aliens étaient plutôt gentils. C'était nous les aliens, comme donc... la fiche de Canal. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est nous les aliens. Et oui. Elle était bien. C'était pas assez moche, moi j'ai trouvé. Non. Bon, c'est un style. Bon, en tout cas, Battle Los Angeles, c'est assez marrant parce que Sony organise un petit free avec les journalistes du monde entier à Los Angeles. Un petit voyage, toi, bientôt. Peut-être, pas trop. Mais ils vont nous faire rencontrer des ufologues spécialisés sur la question. On va peut-être pouvoir passer quelques extraits, ce serait sympa. On va voir, ça serait sympa si je fais merde de quoi. Parce que tu pars avec une caméra, c'est ça? Oui, quoi de plus normal finalement. Donc, on a une chance sur deux d'avoir des images. Donc, grosse tendance sur le cinéma en ce moment. Encore une fois, il y a eu déjà une tendance à l'époque d'Independence Day, et puis avant, les films des années 50, etc. Bref, c'est un mythe qui revient régulièrement au cinéma. Évidemment, il a trouvé son origine, ce thème, cette fascination pour l'existence extraterrestre, plutôt d'ailleurs belliqueuse, a trouvé son écho assez lointain dans la littérature, avant le cinéma. Tout à fait. Nous abordions la question centrale du débat. Tout à fait, professeur Plisken. Avant d'en venir à George Wells... On va aborder la science après tout à l'heure avec notre ami GG qui est là. Absolument. GG. Alors, premier signe littéraire d'évocation d'une vie extraterrestre, ça remonte très loin. Les enfants, c'est au IIe siècle, par un certain Lucien de Samosate. Pardon. Samoussa ? C'est du fromage. Voilà. De brebis. C'est un grec. Je ne veux pas de vanne sur les Grecs, s'il vous plaît. Je mets un bouclier anti-vanne sur les Grecs. Voilà. Bouclier anti-vanne sur les Grecs. J'ai rien dit. Voilà. Dans un roman, bouclier vanne anti-grec. Alors. Un roman qui s'appelait Histoire vraie, qui en fait était une sorte de pamphlet un peu satirique, n'est-ce pas, sur les œuvres d'Homère, les classiques, l'Iliade et l'Odyssée. Oh merde! Pamphlet, bouclier en vanne anti-grec. Enfin bref, ça racontait les aventures d'un héros qui partait vivre de nombreuses aventures, un peu comme Ulysse, sauf que là, il y a un moment où il va sur la Lune et il rencontre les habitants de la Lune, qui sont vraiment décrits comme des non-terrestres. Des Séléniens. Il n'y avait pas le mot encore Séléniens. Ça, alors c'est très je crois. Et au milieu d'une espèce de guerre comme ça, un peu épique. Voilà, ça reste très éloigné de l'image, en tout cas de celle dont on parle, celle qui nous concerne. C'est pour ça que je fais un bond dans le temps direct à la fin du 19e avec Herbert George Wells, qui est pour le coup, je sais que j'en ai oublié plein, je ne vais pas parler de tout ce qu'il y a eu entre les deux, mais je vais direct sur Wells parce que c'est quand même lui, avec son roman La guerre des mondes, écrit en 1898, c'est vieux, 1898, qui a vraiment développé cette idée de l'alien envahisseur, belliqueux, qui venait sur Terre pour nous bouffer la gueule et pour nous coloniser. Basta. Putain, quelle crevure, on connaît tous l'histoire. C'est comme les Grecs, quoi. Ah oui. Bouclier, vanne anti-cul, anti-grec. Ouais, alors. Voilà, ça a été adapté au cinéma, ça a été adapté en 1853. Non, 1953, parce qu'en 1853. Voilà, il n'y avait pas encore le cinéma. Des films. En 1953, La guerre des mondes de Brian Hoskins. Et bien sûr. Sans S, Askin. Et bien sûr, l'émission radio d'Orson Welles en 1938 sur CBS, que tout le monde connaît. D'ailleurs, il paraît que ça a été un peu exagéré, la panique qu'il y a eu aux États-Unis autour de ça. Mais c'était une belle démonstration, je trouve, par l'absurde de la crédulité voilà. des gens. Et aussi du talent d'Orson Welles. Grand talent.
Voilà. Et puis, bien sûr, l'adaptation de Steven Spielberg de La Guerre des Mondes en 2005. Il n'y a pas eu que George Orwell, il y a eu aussi notre cocorico Jules Verne qui a écrit Voyage vers la Lune et Retour... Vers le futur. Non, mais il en a écrit deux. Ah ouais, c'est lui, Retour vers le futur. Retour sur la Lune. Il y a quelqu'un, McFly. Alors même, non, Van, Anti, je te tape sur le crâne parce que je déteste Non, ça. t'as droit à combien de boucliers? Non, parce chiant, que tes si on fait des boucliers. jeux comme Autant ça, que je veux. combien de boucliers? Non, Bah, non, on peut combien sur de la- boucliers on a Sur droit? la bite alors. Oui, Sur la d'accord. bite, tu veux bien, mon salaud. Non, mais combien de boucliers on fixe? dégueulasse. Là, t'en as épuisé 2. 3 Bon, boucliers, on remet c'est les le compteurs maximum. à zéro. Non. Alors, Jules Non, Verne. 3 boucliers. Jules Verne. Bon, Jules Verne, lui, il faisait pas vraiment référence dans Voyage vers la Lune à des extraterrestres, mais quand même, il a bien développé la mode pour les romans de science-fiction. Mais c'est quand même vraiment George Orwell qui a, lui, façonné ces extraterrestres, des espèces de machines, c'est des tripodes. D'ailleurs, l'image du tripode est restée jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2005 avec Spielberg. Ça a évolué, ça a été modernisé, mais les images et la façon dont il les décrivait dans le roman sont complètement restées d'actualité. Façon de parler, puisque c'est un roman. Et je citerai aussi très rapidement Edgar Rice Burroughs. Oui. Burroughs. J'ai du mal. Avec le premier roman qui s'appelait John Carter of Mars. Il y a eu des suites plus Ah, tard. ça me rappelle quelqu'un. Et oui, John Carter of Mars. Eh oui. Et, où ça racontait les aventures d'un militaire américain qui arrive sur Mars au milieu d'une guerre entre des races extraterrestres. Ils sont toujours à Il y a une guerre. adaptation de film by Pixar réalisé par Andrew Stanton, réalisateur de Wall-E. Ça, c'est du golomètre, ça, tu vois. Ça, c'est un futur gros kilomètre. Futur Pas gros d'image golomètre. pour l'instant, mais Andrew Stanton, les gars. Intéressant. Voilà. Juste pour signaler, et je ferai le pont tout de suite après avec notre ami professeur Jérôme, qu'à la même époque, fin du 19e, il y avait des observations. Excellente chanson. Alors là, Petit pont de bois qui va sur la rivière. mais non, je le fais pas. Bouclier anti du taille. En petite Ok. chanson pourrie. Non, oui, mais, très sérieusement, à la même époque, les astronomes observaient sur Mars des canaux. Et ils étaient persuadés, et c'était très sérieux, que ces canaux étaient façonnés par une forme de vie intelligente. Et on a, pendant un moment, effectivement cru qu'il y avait peut-être encore, une forme de vie intelligente sur Mars. Mars, c'est nos voisins, vraiment. Il y avait un jeu avec le moteur d'Ultima qui se passait dans les canaux de Mars. Ah, j'arrive pas à me souvenir le nom. Qui était super. Sur l'époque Jules Verne, et tu jouais Des une gondoles. équipe. C'était un jeu de rôle. Des gondoles. Les canaux. Oh, ça, le truc hyper décevant, tu vois, sur Mars. Laisse les En fait, il y a gondoles des à Mars. vénitiens. Ça s'appelait Laisse les gondoles à Mars. Le C'était- petit pont de bois. Non, il était top ce jeu. Je me souviens plus du nom. Ça me dit rien du tout. Mais en tout cas, juste pour parler des observations astronomiques, les auteurs de science-fiction se sont toujours basés, c'était le cas pour George Orwell, sur des découvertes ou des observations vraiment très pointues et très sérieuses. Ils étaient toujours très en anticipation sur ce qui se passait au niveau de la science. Très intéressant. Alors, science, le mot est lâché. Science, Hein, joli. science, le petit pont de bois, et tu le rattrapes. Je le rattrape. Au vol. Jérôme, la science a son mot à dire sur la question La extraterrestre. science. Alors, déjà, il y a 2 sciences qu'il ne faut pas mélanger. Non. Et L'ufologie. nous ne le ferons pas. Nous ne le ferons pas. Il y a la nufologie. L'ufologie, qui est l'observation de corps étranges dans le ciel, de phénomènes dans le ciel, qui ont parfois des explications naturelles, d'autres scientifiques, d'autres on n'a pas d'explication. Je veux pas tomber non plus dans les pseudosciences, zone 51, les extraterrestres. Comment il s'appelait ce présentateur français là qui a fait Jacques ça Pradel. Pradel, le Pradel, pauvre, la ouais, Moi, non, tu sais que j'y ai cru qu'à l'époque, j'étais. Oh non. Non, non. non. Mais je te jure, Attends, en là, voyant tu le vois- reportage Non, mais là, sur la je- 5, mais toi, t'es le genre à 5Q acheter la ou pierre la 5? farouche du Nord, toi. 5Q ou la 5. Je me suis dit, putain, mais sans déconner, ça y est quoi. La quoi du Nord? La pierre farouche du Nord. Vous vous souvenez pas du sketch des nuls? Si, La pierre farouche du Nord. Non. Tu sais, c'est genre, il avait une grosse pierre autour du cou, il la vendait, ça amenait drôle, la ça. bénédiction. Non, mais je peux pas faire un bouclier anti-van là, c'est pas possible, c'est ridicule. J'ai pas fait de bouclier anti-van. Parce que t'as cru à ce truc à T'as l'époque. cru à Pradel? Ah, j'étais à fond. Je sentais bien qu'il y avait. Ouais, mais déjà, tu crois Ah que bah, ton truc, déjà, quand tu on crois que ça porte te un- donne l'équilibre, ça. Ouais, Alors que c'est Pipoland. Arnaque boutique, contactez Art de Bourreau, puis vous pouvez leur fourguer tout ce que vous voulez. hein. Mais attends, c'est décoratif. Ouais, Alors, c'est Pipo. Ok, Cadre un donc, peu, là, tu as interrompu cadre. notre ami Jérôme qui était en plein Oui, sur la science avec donc les conneries la de Pradel, science, là. une science plus exacte et plus scientifique, on va dire, sur l'étude des vies extraterrestres, ça s'appelle l'exobiologie. D'accord, ne Parce pas que c'est- confondre avec l'ufologie. L'ufologie, c'est l'observation de
de ce qui se passe dans notre atmosphère, des phénomènes étranges, alors que l'exobiologie, c'est vraiment l'étude de la vie extraterrestre. Alors, il y a 2 choses qui sont assez marrantes si vous allez sur Wikipédia et que vous cherchez exobiologie, que j'ai découvert. Le paradoxe de Fémis. Alors, qui c'est celui-là ? C'est un type qui a démontré par un paradoxe un peu mathématique scientifique que si une race extraterrestre intelligente et civilisée existait, on l'aurait déjà découvert. Sinon, donc ça veut dire qu'il n'y en a pas. Pardon. En fait, par son paradoxe, c'est la démonstration un peu par l'absurde qu'il n'y a pas de civilisation extraterrestre parce qu'on l'aurait découvert, parce qu'ils auraient voyagé vers nous, on aurait voyagé vers eux, enfin, ce genre de truc. C'est démenti de tous les côtés, mais c'est intéressant à lire. Par contre, il existe... C'est une grosse connerie, mais c'est rigolo. C'est ça. Et par contre, Merci, on va l'afficher à l'écran, il y a l'équation de Drake. Ah. L'équation de Drake a mis en équation mathématique auquel je comprends rien parce que j'ai eu 2 en maths au bac. Je pense les probabilités de rencontrer une race extraterrestre intelligente. Donc, je vais pas vous la faire, on va l'afficher à l'écran, mais en gros, c'est le nombre d'étoiles dans notre galaxie divisé ou en fractions, je sais pas. Une équation, je comprends rien. Oui, bah, c'est ça, l'équation, c'est l'équation de Drake, ça. D'accord. Et le nombre de planètes dans un système donné où la vie est écologiquement possible, la probabilité de l'intelligence, etc. Et on arrive à la probabilité, effectivement, de rencontrer. Donc, aujourd'hui, il y a une chose qui est quand même affirmée par les scientifiques, c'est que les possibilités de rencontrer une vie extraterrestre sont très grandes. Et d'ailleurs, on n'est plus très loin de confirmer que de la vie bactériologique sur Mars, il faut encore envoyer quelques sondes et faire quelques études, mais il est fort probable qu'on rencontre des traces de vie, peut-être bactériologiques, des petites cellules dans l'espace. Par contre, la probabilité diminue énormément dès qu'on met dans l'équation l'intelligence. Parce que d'abord, l'intelligence, on ne sait pas si c'est une excroissance de l'ADN comme la corne d'un rhinocéros, et nous, on a eu l'intelligence, ou si, dans les probabilités, c'est quelque chose qui émerge sur toute planète où il y a la vie, une espèce qui se met à développer une forme d'intelligence qui prend conscience de... Voilà, on va pas citer Pascal, mais l'ADN de l'intelligence, personnellement, la vie est pas bien développée. La vie est probablement à notre porte, mais la vie intelligente, c'est déjà... Néanmoins, nous, humains, utopistes que nous sommes, et puis avec la peur d'être seuls dans l'univers, nous envoyons des messages et nous sommes à l'écoute. Le programme SETI dure encore. On continue d'être à l'écoute de l'espace, de voir si quelqu'un essaye de nous parler. Et par exemple, la sonde Pioneer, on a envoyé, c'est assez marrant de décortiquer l'illustration que vous allez voir, où on essaye de montrer si quelqu'un trouve cette plaque, à quoi on ressemble, où on est dans l'univers, comment nous trouver. C'est Pioneer ou Voyager? Parce que moi, c'est Pioneer. Non mais, c'est la plaque qui a sur Pioneer, mais je sais que dans le Star Trek 1, il parle de Voyager. À confirmer, mais moi je crois que c'est la plaque qu'il y a sur Pioneer. Ben, on fera un petit... voilà, un fail ou un pas fail. Mais ça sera un fail Wikipédia, parce que moi, ma source, c'est Wikipédia. D'accord. En tout cas, c'est très intéressant. Et j'aimerais quand même citer, là, je sors un peu de la science. Il fallait que je dise un truc. Je fais une conclusion. Moi aussi, je trouve ça intéressant. Oui, ta gueule, je l'ai dit avant toi. Ouais, mais je tenais à le préciser. Mais n'empêche que ça fait écho à une grande angoisse qu'on a. Qu'est-ce qu'on fout là? Est-ce qu'on est tout seul? Est-ce que quelqu'un peut nous entendre? Est-ce qu'il y a d'autres intelligences? Mais bon, on va pas dévier, mais effectivement, on est peut-être là par le pur fait d'un énorme hasard. C'est un extraordinaire on est peut-être une excroissance de l'ADN qui fait un test pour voir si l'intelligence, ça sert à quelque chose. Ouais, ils vont pas être déçus. Bon, mais quand même, j'aimerais juste conclure par une préférence personnelle, mais qui ouvre beaucoup d'horizons. C'est la série Star Trek et l'ensemble des séries Star Trek, parce que c'est une des séries, au-delà de la littérature, qui a le plus théorisé sur qu'est-ce qui se passerait si on rencontrait des civilisations extraterrestres, en théorisant des choses comme la Prime Directive, c'est-à-dire la non-intervention qu'il faudrait qu'on ait avec les civilisations extraterrestres, les théories sur les first contact, etc. On se fout de ma gueule, mais je m'en fous. Mais non, mais c'est rigolo. C'est une série, Jérôme. Oui, c'est rigolo. Tiens, tu me files de la châtaigne, s'il te plaît. Tiens.
Bon, en tout cas, oui. Revenons à la question essentielle quand même de ce débat. Donc la question, c'est que on est d'accord pour dire que la vie extraterrestre est très probable, mais on est moins sûr que intelligence ou pas intelligence. Dans le cas où intelligence, la question centrale maintenant de ce débat, c'est de se demander, oui, tout à fait. Voilà. On refait le match. C'est de demander s'ils sont là, ces petites crevures d'aliens, est-ce qu'ils sont gentils ou méchants, à notre avis. Alors, si on en croit le cinéma, moi, j'ai l'impression que, en majeure partie, pourquoi tu me les extraterrestres, là, il y a des gens dans le méchant au cinéma. En train de faire... J'ai envie de vous demander déjà, messieurs, vous, au cinéma, déjà, quels ont été les aliens les plus... les films d'aliens qui vous ont le plus marqué, avant que moi, je vous dise les miens rapidement. Voilà. Écoute, il y en a une flopée, mais globalement, ceux qui m'ont le plus marqué, il y a E.T. pour l'extraterrestre gentil, mais alors, de manière peut-être plus intéressante, un film qui m'a beaucoup frappé et qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est Starship Troopers. Ah ouais, ça parce que j'ai trouvé que c'était un des films qui exposait une théorie assez intéressante. Si on était confronté à une civilisation qui n'a pas développé une forme d'intelligence comme la nôtre, puisque c'est une intelligence proche des insectoïdes, c'est-à-dire une intelligence de meute, et on peut la rapprocher toujours dans l'univers Star Trek des Borg, le collectif des Borg, donc une intelligence, une forme de civilisation qui n'est pas du tout sur le même type d'intelligence que nous, qui n'est pas méchante ni gentille, mais simplement qui cherche à exister et s'étendre comme des termites, sans savoir si elle fait le bien ou le mal, parce que elle est dans la nature, elle n'est pas dans les notions de bien et de mal. Il nous balance, il nous pète à la face des gros jets de plasma qui rasent Buenos Aires dans le film. Si ça, c'est pas des enculés... Mais justement, Philippe, si tu lis bien le film Starship Troopers, c'est pas des méchants, c'est simplement... eux, ils s'étendent et ils vivent comme des insectes. Tu peux pas dire qu'une termite qui bouffe ta maison, elle est méchante. Ah, mais je le dis. C'est une pute et je l'écrase. Mais voilà, il y a cette scène où il dissèque les trucs. Oui. Justement, les humains les considèrent comme méchants, ces insectes. Il y a la propagande militaire. Et la propagande militaire, mais justement, c'est ça la lecture de Starship Troopers qui est intéressante. Qu'est-ce qu'on ferait si on était confronté à une civilisation comme ça, qui finalement lutte pour survivre et purement du naturel. Donc ça, c'est un film sur les extraterrestres qui m'a beaucoup marqué. Il y en a plein d'autres, mais... C'est bizarre. Starship Troopers, qui était l'adaptation assez libre d'ailleurs du livre de Robert Heinlein, Étoile, garde à vous. Voilà. On a dit posé des questions très sympas. Et toi, Arnaud, les films d'extraterrestres qui t'ont marqué? Alors, je suis très étonné... d'invasion extraterrestre plutôt, finalement, ou d'existence de contact. D'accord, de contact entre l'homme et l'alien. Alors, il y a évidemment E.T., mais avant E.T., et je ne te parlerai que de celui-là, et j'en reparlerai après pour répondre à la question. On va le dire en même temps. Rencontre du troisième type. Le petit pont de bois. Répétez trop souvent. Déjà, pour moi, c'est mon film, je pense, number 1 du top 3 de mes films du number 10 de top. Ouais, t'as compris un peu le classement. Salut les petits clous, c'est le top 50 et voilà. C'est Jackie qui... Non, je ne reviendrai pas sur l'incroyable film que c'est, sur les qualités cinématesques du film. Mais juste au niveau... Cinématographique, c'est aussi adapté d'un roman. Rencontre du troisième type ? Oui, tout à fait. Enfin, ça a été adapté. D'accord. Il est parti d'un roman, j'aurais dû noter le nom parce que j'ai oublié, on le voit très bien dans le making-of. Effet visuel de Douglas Trumbull. Trumbull. Je sais jamais comment le prononcer. Non mais les effets spéciaux de 2000 ans. Pour moi, c'est pour ça que je trouve ça hallucinant que tu parles de Starship Troopers, tellement c'est une farce que j'adore. Attention, j'adore. Je suis assez d'accord avec j'adore mon top 10 Troopers. 50 des tops des films des trucs. Starship Troopers est très haut. Ouais. Enfin bon. Ah oui. Ok, pour moi c'est une farce très réussie, mais c'est une farce. Pour moi, c'est un film multicouche. Mais Rencontre du troisième type, à mon avis, va beaucoup plus loin sur le rapport qu'on pourrait avoir avec une race extraterrestre. C'est vrai qu'il est en train de dormir, c'est hyper motivant. C'est vrai qu'il est malade comme une bête. Attends, Fanny, c'est pas mieux, putain. Elle prend plein de notes, Fanny. Alors, quoi ? Je trouve qu'il a vraiment trouvé le juste milieu entre cette rencontre avec une civilisation extraterrestre, sans trop savoir s'ils sont gentils ou méchants. On est toujours sur la brèche dans le film.
Il y a des passages où ils globalement plus gentils que méchants. Non, on sait pas. Il y a des passages inquiétants. Il y a une scène très anxiogène où ils capturent le gosse. Ils kidnappent l'enfant. Il y a les premiers contacts qui sont plutôt angoissants aussi, avec les fortes lumières, les vaisseaux. Et on a justement le rapport entre d'un côté les militaires qui ont une réaction plutôt de base agressive, on va se défendre. Et puis tu as aussi les gens un peu idéalistes et optimistes qui sont avec des pancartes Welcome Aliens, tout ça, qui les attendent sur le bord de l'autoroute. Comme dans Mars Attacks. Comme dans Mars Attacks, ouais. Mars Attacks, très drôle. Très bon, ça. Je préfère Mars Attacks, je pense d'ailleurs à Starship Troopers. Et jusqu'à la fin, avec la scène magnifique de la rencontre avec le vaisseau mère qui arrive sur cette base installée. Moi, j'en pleure des fois. Ah, mais moi, j'en pleure à chaque fois. Ou quand on voit les extra... J'espère que des gens l'ont... Enfin, j'espère que vous l'avez tous vu, parce que franchement... Sinon, mais si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus. Ou alors jetez-vous par la fenêtre. Jetez-vous par la fenêtre. Non, mais quand ils débarquent, ils ont ce côté un peu petit gris. Alors, c'est le seul truc qu'on peut reprocher. Les petits gris, ces trucs qui ont été inventés par les Américains. Le seul pays où les aliens vont débarquer et enlever des gens, c'est aux États-Unis. On ne sait pas pourquoi. Mais ils ont quand même un côté inquiétant. On ne sait pas très bien pourquoi ils viennent. Et jusqu'à la fin, quand ils emportent Roy dans la navette, c'est pareil, on ne sait pas trop ce qui va lui arriver. Il n'y a pas vraiment de... Ils sont gentils, ils sont méchants. Ils sont juste venus nous voir, ils sont là. Ils ont kidnappé des gens, ils ont kidnappé des avions. Enfin, Cédric Bonnet fait des gestes obscènes hors champ. On prend ça comme un kidnapping. En tout cas, ils ont abducted des gens et ils les relâchent 20 ans, 30 ans ou plus après. Donc ce film t'a marqué? Je le trouve à la fois très réaliste, complètement dans l'imaginaire et dans le fantastique. Et après, je ne reviens pas sur le côté fabuleux de la réalisation de ce film, sur l'image, sur la musique, enfin tout, c'est juste... Moi, je crois qu'avec le saucisson, j'ai un alien dans le ventre, là, très honnêtement. Ah oui, mais alors, tiens, je voulais, si demain les aliens viennent, je leur fais bouffer le saucisson de Poppy. L'arme ultime, c'est comme dans la guerre romane direct, tu sais. Voilà. Je suis sûr qu'ils ne sont pas immunisés contre ça. Le film, puisqu'on a donné un film, est-ce que tu vas arriver à donner... C'est dur. Moi, j'en ai donné qu'un, parce que j'en ai plein d'autres. Moi aussi, j'en ai donné qu'un. Moi aussi, j'en ai donné qu'un. Alors je dirais ex aequo. Alors je dis quel enfoiré. Ex aequo, 5 euros. Non, je dirais que c'est ça, ils vont nous refaire le coup de mon top 1 en 5. Le jour où la Terre s'arrêta, les guerres des mondes, l'invasion des profanateurs, rencontre du troisième type, tout ça j'ai adoré. J'ai adoré pour des raisons diverses et variées. Starship Troopers aussi, parce que comme Jérôme, je trouve que c'est vraiment en dehors de l'aspect hyper orgasmique de la mise en scène de Verhoeven, qui est vraiment très très fun, il y a une vraie réflexion sur en effet une espèce de conflit de civilisation où finalement chacune défend son bout de gras. Elle est un peu cachée sous la farce, quand même. Bien cachée sous la farce. Ok, elle est là. Je préfère largement les films d'invasion extraterrestre, hormis Rencontre du troisième type, qui est un de mes films de mon top 10 forever. Je préfère quand même très largement les films où l'alien est belliqueux et méchant, parce que moi ça me golométrise beaucoup plus. Et donc voilà, donc je dirais finalement si je ne devais en retenir qu'un, je dirais Starship Troopers. Et pour la poilade, je suis sur le cul. Pour la poilade. Et là encore, vous m'aurez dit pour le côté gentil, District 9 que je trouvais assez frais. Très décevant. J'ai pas trop aimé ce film, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de frais. Non, même si on part du postulat extraterrestre de District 9, il était intéressant. Où c'est nous un petit peu les extraterrestres. Donc le postulat raté, mais sur le papier plus subversif que Starship Troopers. Et dans le genre, mais raté dans le côté dans le genre invasion extraterrestre aussi. Pardon, je suis désolé, j'en fais un autre, mais c'est l'invasion des profanateurs. Et surtout la version de 78 de Phil Kaufman. Non, c'est avec les cocons. C'est avec les cocons, mais c'est des extraterrestres. C'est des zombies de l'espace. Qui nous m'avait fait très peur. Je l'ai vu jeune ce film et il m'avait fait très très peur. Très très peur. Non, c'est très flippant, très très flippant. Il m'a beaucoup impressionné. Donc, Alien plutôt belliqueux au cinéma contre Alien plutôt gentil. Merci. Et dans la réalité, finalement, qu'est-ce qu'on envisage? Est-ce que, puisque Stephen Hawking, notre camarade bien portant, a prévenu dans un documentaire... Gros bouclier anti-paraplégie. Stephen Hawking a prévenu dans un documentaire qui avait été diffusé l'année dernière sur Discovery Channel, il avait dit « Attention les amis, n'essayons pas il parle de pas contacter... » comme Mickey, hein. Il a un robot qui parle. Il a un clavier déjà pour pouvoir... Attention, n'essayons pas de contacter... C'est très chiant de discuter avec lui, hein, je te préviens.
Oh là là, putain. C'est d'ailleurs l'invité du mois. Pardon. Bouclier. N'essayez pas de contacter les E.T. parce que sinon, on ne sait jamais, ça pourrait faire comme quand Christophe Colomb est arrivé sur l'Amérique, sur la Lune. Ça a fait pareil que quand Christophe Colomb a niqué les Indiens. Ils étaient là, ils se montaient rien à personne, tu vois. L'histoire du monde par Philippe Gage. Christophe Colomb, il arrive, ouais, je te pépèche tranquille, j'arrive et tout. Et en fait, les Amérindiens si les extraterrestres débarquaient sur Terre, d'après Stephen King, ça ferait comme si, un peu pareil avec les humains, que quand Christophe Colomb est arrivé sur cette terre étrangère qui était l'Amérique. Oui, mais je contesterais pour l'amour du débat que cette vision aussi de l'Occident arrivant sur l'Amérique et tuant tout le monde avec, c'était quoi, la rougeole qui on est pour juger aussi les phénomènes de civilisation et les dynamiques de notre... On voulait juste dire que d'après lui... Pour retourner l'argument de Hawkins et de Gadgins, c'est ça ton... Gadgins. Je pense qu'à l'époque de Christophe Colomb, ou quand on a à l'époque de Christophe Perdreau, qui était... Après Rapace, on a la colombe. Quand on a découvert les Amériques, les Indes et même l'Asie, pour nous, les Européens, les extraterrestres, c'était eux. C'était les Indiens. C'était des extraterrestres. Ce qu'on disait dans la préparation de l'émission, même sur la vision antique des extraterrestres, autrefois, quand on parlait des fées, des elfes, c'est parce que le bois à côté du village un peu sombre, c'était comme pour nous l'espace. Donc finalement, on a toujours eu tendance à projeter nos peurs dans l'inconnu et l'au-delà. Aujourd'hui, la seule inconnue qui nous reste, à part le fond des mers, et c'est pour ça qu'on a Abyss ou ce genre de truc, mais c'est l'espace. On va pas parler d'Abyss. Ouais. C'est l'espace, donc c'est le bois à côté du village, l'espace. Ouais. C'est là où il y a des êtres. Ce qui s'est passé avec la découverte des Amériques, c'est vrai. Ça s'est vraiment passé. Et quand les Indiens ont vu des gars arriver en armure de métal, ils ont vraiment dû les prendre pour des extraterrestres, quoi. Voilà. Et je un sérieux 2 secondes. On est très disturbés par nos techniciens. Ah là, les techniciens sont très dissipés là autour de nous. Stephen Hawkins, c'est que et ça a été corroboré par Jean-Claude Bourret, c'est que si les extraterrestres... Qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans? Pourquoi ça vous fait rire? Jean-Claude Bourret a référence. dit des choses très intéressantes sur la question. En exobiologie. Exactement. Alors, Ariane, comment ça marche? L'idée, c'est que si une intelligence extraterrestre débarque sur Terre, c'est avant tout parce que la pauvre, elle est en pleine loose, parce que sa propre planète, elle est niquée, et que les mecs, ils sont en train de rechercher des nouvelles ressources. C'est des boat people, quoi. Et c'est un peu ça. Et que genre, ils arrivent sur Terre, ah putain, c'est cool, la Terre, c'est tranquille et tout. Et ils parlent comme ça, cool, mec. Salut mon pote. Écoute, tranquille. C'est Eddie Murphy. Imagine une civilisation d'Eddie Murphy qui vient nous coloniser. Et ils arrivent et ils pourraient vouloir drainer les ressources de la Terre et tout, quoi. Mais la Terre. Et c'est comme dans The Arrival. Eh ouais, hein, d'accord. Hein. C'est comme dans The Arrival avec Charlie Sheen, un petit. C'était pourri. C'était très sympa. Mais justement, messieurs, terraformer la Terre. On tombe finalement toujours. C'est pour ça que je parlais du bois à côté du village. On projette nos peurs. Je n'ai rien compris à cette métaphore. J'ose pas te le dire depuis tout à l'heure. J'ai rien compris. C'est le petit bois où tu vas chier, là. C'est la petite cabane. On parle d'extraterrestres et toi qui... Mais non, je disais, au Moyen-Âge, par exemple, sapin, on n'inventait pas des extraterrestres parce qu'on avait déjà peur du bois sombre à côté du village où il y avait des elfes et des êtres mystérieux. Nous, le bois sombre, maintenant, c'est l'espace. C'est ce qu'on ne connaît pas, c'est l'inconnu. Et on y projette nos peurs. Et j'ai preuve, Zone 51, les petits gris et tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est nos peurs de la guerre froide, c'est nos peurs des invasions. Donc, si tu fais un parallèle entre nos peurs historiques et nos peurs des aliens, tu retrouves de troublantes similitudes. Et les peurs d'aliens et les films qu'on voit aujourd'hui sont le reflet de nos peurs aujourd'hui, entre le terrorisme, les phénomènes de démographie envahissante et ce genre de trucs. Les films d'aliens sont en train d'aller vers ces peurs-là, parce qu'on n'a plus l'ennemi identifié comme la Russie, l'URSS à l'époque. Tu n'as pas tort, mais je pense que l'explication sociologique, entre guillemets, ou sociétale, était plus valable dans les années 50 que maintenant. Je pense que maintenant, est-ce que c'est pas plus quand même juste parce que y a une tendance simplement commerciale, quoi, et qu'il y a une fascination
vraiment très ancienne pour l'apocalypse finalement, une fascination de l'homme pour l'apocalypse. Qui revient cycliquement. Il y a deux choses. Il y a d'une part, on est fasciné par on ça. On a toujours été tourné vers au-delà de nous. En Europe, on envoyait des navires partout pour explorer la Terre. Christophe Colomb. Voilà, Colomb. Hein. Aujourd'hui, on envoie des capsules depuis longtemps dans l'univers pour explorer les planètes. Enfin, c'est un besoin naturel d'explorer l'univers qui nous entoure. Et Gérard Petit-Moineau, à l'époque également, était géré... Christophe Colomb. Ah oui, d'accord. J'ai cru que tu étais sérieux pendant une seconde. Attention, j'ai failli me faire avoir. Il y a Cédric qui nous fait des signes cabalistiques derrière. Il imite une colombe. C'est super, Cédric. Endors-toi. Mais il y a aussi le fait que la Terre, on sait, elle a une fin de vie programmée dans je ne sais plus combien de milliards d'années. Oui, c'est la 2012, première. C'est la fin. J'ai envie de jouer avec un petit peu. Tiens, arrêtez. Peut-être qu'il y a ça aussi. On va vers l'espace parce qu'on sait qu'un jour, il faudra se barrer de la Terre. Parce que la Terre va mourir. Ah ouais, les gars, je suis désolé si je vous l'annonce, mais on va tous crever. Mais non, attends, on va pas mourir. Si. Mais non. Le soleil va brûler la Terre à un moment. Oh l'enculé. Mais c'est dans très longtemps. S'il te plaît, j'ai notre question. Je suis sûr que c'est vachement bien prédiction aussi. Et dans prédiction avec Nicolas Cage, les extraterrestres carrément ils venaient pour sauver l'homme. Ouais, mais ils auraient pas pu exterminer Nicolas Cage. Merci de m'avoir spoilé. Alors là, tu viens juste de me spoiler le film. Ah merde. Que j'ai jamais vu. Il paraît que c'est nul. De toute façon. Tu sais que c'est un des films les plus loués aux États-Unis sur Netflix. Sans déconner. Ouais. Il est number one en location Netflix. Il est bien ce débat, dis donc, il est intéressant. Mais non, mais parce qu'on a beaucoup parlé des extraterrestres méchants. Ça serait bien quand même qu'il y ait des extraterrestres gentils quand même. Ayant une vision un petit peu optimiste. Une civilisation qui voudrait plutôt notre bien. On a la soupe au chou. La soupe au chou, on en a même pas parlé. Il y a quand même des théories plus ou moins fumeuses de gens qui disent que des civilisations sont venues nous aider, à évoluer, enfin dans certains cas c'est raté, mais globalement qui nous auraient aidés à évoluer. Donc est-ce qu'on pourrait pas avoir cette vision d'une intelligence peut-être supérieure, plus évoluée, qui voudrait notre bien? Vous êtes naïf, professeur Kenborg, vous êtes naïf, vous êtes un optimiste, vous êtes non, j'explore les possibilités. J'explore les possibilités, parce que finalement, il y a autant de probabilités, puisque de toute façon, ils sont pas là. Donc il y a autant de probabilités qu'ils soient gentils ou méchants. Eh bien si, musique de sacrée soirée. On a un petit gris qui est là, viens ici. Allez, viens. Non mais quand même. C'est officiel, le débat il part n'importe comment là. Est-ce que j'avais pas noté un truc intelligent? J'essaye de conclure. Non parce que on est d'accord qu'il y a plus de films sur des extraterrestres méchants, mais c'est la projection de nos peurs. Mais si on s'en réfère à la statistique et à la logique, comme les VUCA, on peut dire que encore Star Trek qu'il y a autant de probabilités que les extraterrestres soient gentils que méchants. Je sais pas, t'as une formule pour ça? Ben oui, c'est l'équation du paradoxe de Kenborg qui dit 50% gentil, 50% méchant. 100% flic. C'est simple. 100% E.T. Robocop. Putain, c'est fait un bon de baseline. Bon, mais 50% gentil, peut-être que ça serait bien qu'on gueule. 100% E.T. Laisse-le parler. Je veux la noter. Ça serait peut-être bien qu'on explore le côté gentil des aliens. Ça pourrait changer dans les films. En tout cas, on a plutôt intérêt à ce qu'ils soient gentils, parce que moi, je pense franchement que si une intelligence non terrestre débarque sur Terre, ça veut dire qu'elle a une technologie largement plus avancée que la nôtre. Paumé. Parce que déjà que la technologie terrienne, t'es paumé. En tout cas, il y a plutôt intérêt à ce qu'il soit sympa, sinon on est mal barrés les mecs. On est mal barrés, moi je vous le dis. Déjà, putain, alors là, on n'est pas rendu. J'imagine Philippe avec un device extraterrestre. Oh putain, ça marche pas. Il a un conflit thermonucléaire. Est-ce qu'on a... On a fait un peu c'est un vaste sujet. Qu'on a vraiment très très bien creusé. Ah bah, avec toute la rigueur qui nous caractérise Cuds. Absolument. N'hésitez pas à réagir. À nous pourrir sur le forum. Parce on a bien déconné sur ce débat. Tout ça, c'est la faute à Poppy. Avec son saucisson hallucinogène. Moi, je vois des cochons là, c'est horrible quoi. C'est hyper bizarre, des trucs font cochons gris, des petits cochons gris. J'ai rarement été dans un état pareil quand même. C'est spécial. On va passer aux ego trips. Alors on espère que vous êtes bien amusés au débat, que vous avez pris 2-3 trucs entre les délires. Hein. On passe aux ego trips. C'est-à-dire qu'on a déjà lancé les ego trips ou pas? J'ai un trou là. Ben là on est dans les ego trips. Donc on les lance sommes dans la sphère des ego trips. Le jingle a déjà eu lieu bien sûr. Ego trip Arnaud, tu vas commencer. Ah bon? Non, ça ne t'arrange pas. Alors Jérôme. Ah bon?
Je commence mon ego trip, donc c'est parti. Vous Attends, avez je te chronométrer, chrono, moi je je suis te prêt, il n'y a chrono. pas de problème. Horloge. Ok. When you want. As Wilder. Je lance un appel citoyen à tous les cinéphiles qui désespéraient de voir un film de genre français digne de ce nom depuis Nid de Guêpe. Je parle du film d'Éric Valette qui s'appelle La Proie avec Albert Dupontel et Alice Taglioni. Incroyable film d'action français, je le répète, je l'ai déjà écrit sur mon blog, je vous le redis ici, ça sort le 13 avril. Albert Dupontel joue le rôle d'un tôlard qui s'évade de prison pour courser un serial killer qui menace sa famille, qui est joué par Antoine Debac. C'est un film qui n'est pas un chef-d'œuvre, qui a ses maladresses, comme je l'ai écrit, mais qui est incroyable. Scène d'action digne du McTiernan de la grande époque. Esprit série B, comme même les Américains ne le font plus. C'est un film où on ne s'ennuie pas une seconde. C'est un film qui est bien fait, avec de la belle image, avec des personnages crédibles dans leurs limites d'écriture psychologique, parce qu'on est dans de la série B, mais dans le meilleur esprit de la série B. C'est un très grand film qui potentiellement peut relancer le cinéma d'action en France. Allez le voir en salle, je vous en supplie. D'Éric Valette, La Proie, le 13 avril, exceptionnel. Merci. Oh, bravo, bien Pas mal. maîtrisé, En plus, regardez carré. même pas. On sent le pro hein, quand même. Hein. Bien. Bien, 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 bien. C'est dit avec le cœur. Oui, oui, on sent... Qui y va? Bah, j'y vais si tu veux. Alors 5, 4, 3, 2, 1, go. Moi, je vais vous parler d'une série. Cette série, c'est Son of Anarchy. Son of Anarchy. Oui. Oui, j'ai ripé. C'est une série donc sur des bikers assimilés aux Hells Angels, un motoclub. C'est une série qui a été créée par Kurt Sutter de The Shield, qui est aussi un acteur de The Shield, où vous allez retrouver notamment Ron Perlman, le stupido de la... Le nom de la rose. Le nom de la rose. Et Katay Hellboy. Sagal, qui était l'actrice de Marier 2 enfants, souvenez-vous. Et qui est la femme de Kurt. Qui est la femme, effectivement, de Kurt. Alors, c'est un truc chez les bikers, mais même si vous aimez pas les motos et le gros rock machin et tout ça, vous allez aimer parce que finalement, c'est un prétexte et un décor pour tourner un espèce d'Hamlet. C'est Hamlet chez les bikers. Alors, il y a beaucoup de violence, beaucoup de bastons, donc ça, il faut faire un peu gaffe si vous regardez, parce que c'est bien connu, on ne fait pas d'Hamlet sans casser des œufs. Oh la vache. Excellent. Oh la vache. Oh, c'est la meilleure de la semaine, ni dans mon con. Non, en fait, j'ai oublié quand même un truc. On l'a beaucoup comparé au Soprano, c'est quand même un peu moins bien, mais ça se laisse regarder. Très bonne série. Il paraît que la saison 2, je ne l'ai pas vue en entier, mais il paraît qu'elle est vachement mieux que la saison 1. C'est plutôt la saison 3 que je trouve qui décolle vraiment. Ah ouais, carrément. Ouais. D'accord, je vais m'y remettre alors. Mm. Alors, Arnold Bach Damouk, c'est à vous. Attention que général. Vas-y. Attends, départ. Alors, mon ego trip va vous parler d'un jeu vidéo Gran Turismo 5, mais je ne vais pas vous parler du jeu vidéo à proprement parler, je vais vous parler de l'intro de ce jeu vidéo, absolument magnifique. On vous passera la vidéo et la musique. C'est ce qui m'a le plus étonné dans le jeu, au-delà du fait que ce soit un excellent jeu que j'adore et que je pratique en ce moment. C'est sur une musique de Prokofiev jouée par le pianiste Lang Lang, un pianiste chinois. C'est la sonata numéro 7 in B flat major. C'est surprenant, c'est de la vidéo, ça raconte la fabrication d'une voiture en partant de la métallurgie jusqu'à toutes les étapes qui font qu'on arrive à un moteur avec un truc qui roule. C'est très surprenant et en même temps c'est magnifique. Et voilà, encore une fois, un truc très extraterrestre dans un jeu comme Gran Turismo. Il n'y a que les Japonais qui sont capables de faire un truc pareil. Et en même temps, ça nous met complètement dans un esprit très à part du coup quand on joue à Gran Turismo. Le côté un peu très sérieux qu'il y a autour de ça et en même temps très fun. C'est fini. Tu l'as plutôt bien vendu. Il faut le voir, Le jeu. cette intro. L'intro. Ouais. Ah, Du juste jeu. l'intro. Ouais, quand Ouais. c'est sur ta télé en HD avec le jeu, c'est juste, t'es là, waouh, qu'est-ce que c'est je me suis trompé de DVD, tu sais. Le jeu en lui-même, il est bien. T'as bien aimé? Ah, moi j'adore. Ouais. C'est bien. Ouais, Et- j'adore. Moi, j'aime pas les jeux de bagnole. La FN 4G, c'est classe en fait. Hein, dis donc, putain. Ouais, mais tu vas le péter aussi. Non, Ouais, pourquoi justement, rends-le-moi. Non, Je sais pas, Viens, je change avec le mien. Non, lâche ça, lâche. Scuds 21, je pense que c'est terminé. On va remercier les 3 personnes qui nous ont aidés à faire cette émission ce soir. Bravo. Master Cédric Bonnet, Geeking, here, au son malgré sa vilaine cirrhose. Virose, pardon, virose avec un V comme vache. Merci en tout cas, t'as été super. Notre camarade, ah non, oui, Si, c'est un camarade. C'est bon. notre camarade
Ghislain qui est là depuis le... Non, Romain. Romain qui a assuré à la caméra, à l'appareil photo là. C'est quoi le nom du truc là Un 7D. Eh ben voilà, le 5.7Z. Et la délicieuse Fanny, bien évidemment, notre monteuse Fanny, sans qui vous reverrez Scuds bientôt ne serait pas sur Scuds. No Watch. Hein Voilà, exactement, ouais. On en le plus. teasing. Teasing de la mort. Eh oui. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. J'ai Bah l'impression de oui, parler comme merci dans une de nous émission. avoir suivis. Ouais. Jusqu'au Merci bout. à Poppy pour nous avez avoir été empoisonné. La Poppy, si demain les 3 scuds sont On est morts, aux urgences. tu auras Des nouvelles de notre nos mort mamans. sur ta conscience. Et non, en tout cas, les alcools étaient... Alors, on peut faire quand même un compte-rendu de l'expérience corse poppyesque. Moi, le saucisson, ça a été quand même une expérience difficile. Spécial. Mais on la l'a châtaigne, surmonté. la châtaigne, après un premier rapport un peu rugueux, Un peu râpeux. râpeux, rugueux, finalement se laisse boire. Wesh. Un peu trompeur, mais Très bien. on s'en est sorti. Bah, je crois que là, c'est la fin. Qui c'est qui fait la musique de fin? Je crois que... Merci. je veux dire, c'est Damouk. Tu mettras un bip là-dessus, tu mettras un bip. Merci Fanny, elle a noté. Alors, je Mister continue à promouvoir ces jeunes artistes français qui sont aussi des copains. Donc j'en profite d'avoir cette tribune offerte par l'émission Scuds et le succès mondial. Oh, c'est bon, mais attends, mais je peux même. C'est bon, je peux pas dire même sucer. plus. Je peux pas dire sucer, T'as ça dit, commence t'es pas, un merde. Enculé. T'as pas dit bouclier anti. Bouclier anti-obscénité. Voilà. Alors, il s'appelle Benoît, c'est son nom d'artiste. Son vrai nom, c'est Benjamin. Et voilà, c'est un. Aïe, ouais, tiens. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais le briquet, c'est trop sophistiqué pour Philippe. Alors là, avec cette pute de briquet, sans déconner quoi. Oui, ça fait du Non, feu, mais t'es oui. une catastrophe. Feu, Ça fait mal. flamme, Putain, brûle. mais c'est de la merde ça. Donc, je vais vous passer le morceau. J'imagine à l'âge des cavernes. Voilà, vous allez voir. C'est de l'acoustique. Dans ton cul l'acoustique. C'est le mec qui s'éclate avec son silex. Oh putain, c'est de la merde. Pardon. Back to the trees. Je suis sûr que j'ai un ancêtre quelque part qui a dû être Toi, complètement t'étais- nul avec les qui était Toi, un foutu de c'est- faire du feu et qui est mort comme un con. Toi, c'est l'oncle Vania qui Alors, voulait pas qu'on est-ce invente que- le feu, tu vois. C'est Ouais, il a non, roue. alors, très bon livre. Back to the trees, c'est lui qui disait ça. Je- Alors c'est Benoît, alors c'est acoustique pop, j'adore. Moi ça me rappelait plein de choses que j'aime bien. Donc on vous passe un morceau là que vous entendez et voilà, donc je salue Ben au passage. Et j'espère. Alors il est sur My Major Company, il a un site, il a un MySpace, on mettra toutes les infos. Benoît, il a un album qui s'appelle Sur le fil et il en a un deuxième qui c'est John and Jane, I think. Alors l'album n'est pas complet John and Jane, mais il y a quelques morceaux disponibles sur My Major Company. Voilà. Scuds 20 c'est terminé, on se donne rendez-vous pour Scuds 22 dans un mois ou presque, ou peut-être, on espère quand on sera One and prêt. done. Voilà, Comme ouais. dirait Blizzard. One and done. Merci à vous, salut, levez le again. pantalon pendant que la musique blablabla. Allez, Rendez-vous au 22. Attention au micro. ouais. Chanson française impudique, j'avais pas calculé les risques de composer des couplets. T'as trouvé ça un peu simplet, puis t'as voulu écouter, mais moi j'avais fini de chanter. Je commençais à siroter le champagne à ma santé. Pendant que je te laisse dans le noir, je me resserre un peu de caviar. J'en ai mis plein ma guitare, c'est style Benoît Superstar. Benoît Superstar, Benoît Superstar, Benoît Superstar. Benoît Superstar, Benoît Superstar, Benoît Superstar, chanson française, on s'en fout, nous dans les genres on y voit flou. D'assez cordé, accordé, ça suffit pour se la donner. Son qui fait bouger la tête, on nous a pris pour des poètes. Mes doigts plaqués sur le manche, mon bassin colle à tes hanches. Après t'avoir dit bonsoir, je réajuste mon peignoir. Je te raccompagne sans un regard, c'est style Benoît Superstar. Benoît Superstar, Benoît Superstar, Benoît Superstar, Benoît pour la gloire. Benoît Superstar, Benoît Superstar. Est-ce que Arnaud, tu commencerais pas à couper la saucisse pendant que je parle, tu vois? Depuis le temps que je patiente dans mon appart noir, j'entends qu'on sonne. Oui, comme ça dans le film des petits pitons où ils comprennent rien. Vraiment 15 fois, et donc Mais qu'est-ce qu'on on fait sort là? avec Pourquoi vous. il y a des lumières? Ok. Chez ma guitare, en fait, j'ai jamais eu de peignoir.
ni de dollars, ni de caviar. Je reste dans mon plumard. Bénuit en flemmard, préfère la balançoire. Bénuit dans sa baignoire, ne fume pas le cigare. Bénuit devant son miroir, Bénuit a perdu son peignoir. Mais au moins pour l'histoire. Je crois que je préfère encore m'arracher la gueule à la châtaigne. Ouais, la châtaigne, c'est moins pire. Bénuit superstar, Bénuit superstar, Bénuit pour la gloire. Bénuit superstar, Bénuit superstar, Bénuit superstar, Bénuit c'est révélateur. Bénuit superstar, Bénuit superstar. C'est très drôle quand il rit, tu sais, il rit sans bruit. On dirait une otarie qu'on étouffe. Bénuit superstar, Bénuit superstar, Bénuit superstar. Un peu de est dans châtaigne, tout. Arnaud. En tout cas, je trouve qu'elle se déguste finalement assez bien la châtaigne. Et elle fait bien passer le sauciflard.